Nous arrivons en fin d'année. La matière de première portait sur la préhistoire, la protohistoire et enfin les civilisations d'Antiquité. Alors, il me semble utile de dresser un bilan, et par définition, un bilan ne vise pas l'exhaustivité. En aucun cas, il ne sera question de revenir dans le détail sur certains points qui auront été abordés cette année-ci. Donc, d'établir un bilan des sociétés de l'Antiquité, en essayant de replacer chacune de ces civilisations dans l'ensemble de cette période qui couvre 35 siècles, c'est énorme. Ces sociétés sont en plus diverses, et je voudrais aussi les comparer avec des sociétés que nous n'avons pas étudiées cette année-ci, mais que vous trouverez sur le serveur de la Haute École, à savoir des sociétés anciennes de l'Asie, comme la société indienne et la société chinoise, donc dans l'Antiquité. L'objectif est donc de voir s'il y a des caractères communs entre toutes ces sociétés et s'il y a un clivage entre les sociétés de type méditerranéen et les autres. Donc c'est en gros l'objectif de mon propos dans le courant de cet après-midi. Alors on va remonter évidemment un petit peu dans la chronologie. On ne peut pas aborder l'histoire de l'Antiquité comme ça, de manière abrupte, au 3e millénaire avant notre ère. Ça n'aurait pas de sens. Car les vraies césures dans l'histoire de l'humanité ne sont pas celles qui apparaissent souvent dans les manuels. Ce qui importe pour l'être humain, c'est avant tout la vie matérielle, pour la grande masse des gens. Autrement dit, quels sont les moyens dont les êtres humains disposent pour vivre ou pour survivre face à un monde qui est parfois, sinon toujours, hostile. Au début de l'année, je vous avais dit qu'il y avait 3 grandes périodes dans l'histoire de l'humanité, qui ne correspondent pas à la division quadripartite qui est celle utilisée en général dans l'enseignement secondaire, c'est-à-dire Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, époque contemporaine. Ces 3 grandes parties de l'histoire de l'humanité, c'est d'une part la période où l'homme est un chasseur, est un cueilleur, c'est un prédateur. C'est la période que l'on appelle habituellement celle du Paléolithique. Donc, qui part des origines de l'homme, aux environs de 2,5 millions d'années avant nous, par définition, et qui s'arrête, grosso modo, entre 10 000 et 8 000 avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a la période où l'homme vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Cette période s'étend entre, donc, en gros, 8 000 avant notre ère jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et enfin, 3e grande période, c'est la période qui débute il y a 200 ans, où ce qui domine, c'est l'industrie, ce sont les machines qui se substituent à l'homme pour résoudre les problèmes élémentaires de vie ou de survie. Donc, pendant toute la préhistoire, partie paléolithique, on est dans un monde de prédation, et puis on est dans une période de production avec l'agriculture, l'élevage et enfin l'industrie. La rupture qui est mise d'habitude en évidence entre la préhistoire et l'histoire, en fait, a été pour les populations qui vivaient à ces époques-là un épiphénomène. Parce que l'écriture, qui est évidemment un phénomène important, n'a concerné qu'une toute petite partie des individus qui pouvaient la produire et qui pouvaient la lire. Donc, cette date de 3000 avant notre ère,
qui est la date de la naissance d'écriture en Mésopotamie, en Égypte, est évidemment beaucoup moins importante que la naissance, que l'invention de l'agriculture et de l'élevage 5000 ans plus tôt, et que la naissance de la société industrielle voici 200 ans. Alors, on va reprendre la chronologie maintenant. Cette période qui suit le Paléolithique, on l'appelle habituellement le Néolithique. Je vous ai déjà dit que le mot néolithique, c'est un mot qui date de la deuxième moitié du XIXe siècle et qui n'est plus du tout applicable à l'heure actuelle. L'essentiel, c'est la révolution agricole, et ce n'est évidemment pas le fait que l'on utilise des outils polis. Ce n'est pas très important, finalement. L'histoire de la datation pour les archéologues, oui, mais pour quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire des sociétés globalement, ce n'est pas très important le fait qu'il y ait eu des outils polis qui ont succédé aux outils taillés, finalement. Et sous ce vocable de néolithique, on a mis longtemps des phénomènes qui étaient hétérogènes, qui n'avaient pas de lien entre eux. Or, on pensait qu'il y avait un lien entre eux. Quels sont ces éléments? L'agriculture, l'élevage, les mégalithes et enfin la métallurgie. C'étaient les trois événements que l'on plaçait dans l'époque néolithique. Or, des travaux depuis une bonne vingtaine d'années, une trentaine d'années, ont montré que ces événements ne sont pas simultanés. Et il ne faut pas établir un lien obligatoire entre eux. L'agriculture naît, plus exactement, les sociétés agraires naissent au Proche-Orient il y a 10 000 ans, donc vers moins 8000, pour donner une date ronde. 8e millénaire avant notre ère. En Occident, alors, quand je dis 8e millénaire avant Jésus-Christ, c'est au Proche-Orient, entendons-nous bien. En Occident, en Europe occidentale, il faut attendre 2 millénaires en plus. Donc le néolithique, l'agriculture et l'élevage ne sont pratiqués dans nos régions qu'aux environs à partir de moins 6000. Donc avant moins 6000, dans nos régions, on en est encore à l'époque du Paléolithique, à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Ensuite, les mégalithes, dont je vous ai parlé au premier semestre. Mégalithes, vous savez que ce sont ces blocs de pierre énormes. Eh bien, le mégalithisme, il naît en Occident, il ne naît pas en Orient. Donc il y a déjà une différence sur le plan spatial qui indique qu'il ne faut pas faire de lien avec le phénomène dont je vous parlais juste avant, qui est le phénomène agro-pastoral. Et quand naît le mégalithisme, eh bien, en Occident, vers 4500 avant Jésus-Christ. 4500. Et je vous avais dit, souvenez-vous, qu'il n'y avait évidemment aucun lien entre les populations qui ont édifié ces mégalithes et les Celtes. Vous savez que c'est un anachronisme fréquent qui a été véhiculé, entre autres choses, par la bande dessinée. Enfin, la métallurgie. Où apparaît-elle et quand apparaît-elle? La métallurgie apparaît vers 5000 avant Jésus-Christ. Et elle apparaît où? Elle apparaît en Anatolie, en Europe du Sud-Est. Vous connaissez la succession des métaux. C'est d'abord la capacité à faire fondre et à fabriquer des outils, des instruments en cuivre. Vous savez que le cuivre, c'est pas très solide. Ensuite, en bronze, ce qui est tout à fait autre chose, puisqu'il faut de l'étain, combiné avec le cuivre. Et puis, en fait, enfin, le fer. Le bronze apparaît en Mésopotamie
aux environs de 2800 avant Jésus-Christ et vers 2300 en Égypte. Les sociétés caractérisées par la métallurgie du bronze vont permettre de fabriquer des armes offensives et défensives qui sont évidemment beaucoup plus solides, beaucoup plus performantes que celles qui existaient auparavant en cuivre. Si vous vous battez avec, essayez de vous battre avec des épées en cuivre, vous allez voir, c'est comme si vous jouiez aux petits soldats, hein, ça ne tient pas du tout. Hein. Peut-être eu du cuivre en main, hein, jadis il y avait ça dans les maisons, dans les fermes, hein, par exemple pour les œufs, enfin pour des différentes manières, ben, vous donnez un coup de marteau dans du cuivre, hein, vous avez la marque hein, de votre marteau qui est dedans. Le bronze, c'est autre chose. Le bronze, on l'utilise encore à l'heure actuelle pour des sculptures urbaines, par exemple. Le fer, lui, est postérieur, puisque le fer, plus exactement la métallurgie du fer, hein, c'est-à-dire la découverte de mines de fer et d'autre part la fabrication d'outils en fer, date de l'époque des Hittites. Donc c'est vers 1500 avant Jésus-Christ que l'on commence à pratiquer la métallurgie du fer. Donc c'est en Anatolie. Vous savez que l'âge du fer en Europe occidentale date du 8e siècle avant Jésus-Christ. Vous vous souvenez de la succession de ces deux âges du fer que j'ai évoqués il y a quelques mois. D'une part, le premier âge du fer, c'est l'époque de Hallstatt, qui commence aux environs de 750 et qui se termine en 475 avant Jésus-Christ. Et puis le deuxième âge du fer, toujours chez les Celtes, hein, c'est l'époque de l'Athènes, hein, 475 jusqu'à nos jours, mais les Celtes ne sont indépendants, comme vous le savez, que jusqu'au moment de la conquête par Jules César, dans les années 50 avant Jésus-Christ. Alors, c'est en Mésopotamie que naissent, que l'on invente plutôt la roue, que l'on invente l'écriture. C'est en Mésopotamie que plus tard, la monnaie apparaîtra. Alors, entendons-nous bien, quand je dis l'espace lié à la Mésopotamie, ce n'est pas en Mésopotamie en fait. Là, quelles sont les premières monnaies qui sont apparues? Alors, les premières monnaies qui apparaissent, plus exactement, les premiers moyens, les premières mesures qui permettent d'avoir un étalon dans l'échange entre les biens, eh bien, ce premier étalon, il apparaît à Sumer. Donc, Sumer, c'est la première moitié du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Sumer, c'est cette région qui se trouve donc en basse Mésopotamie. Ces fameuses villes de Our, Uruk, Lagash, Kirch, par exemple. Ces monnaies, ce ne sont pas des monnaies métalliques. Ces premières monnaies d'échange, ce sont des mesures de grains. Autrement dit, pour s'échanger des biens, on s'est mis d'accord qu'il y avait un intermédiaire qui était une mesure, vous savez ce que c'est, c'est-à-dire un récipient dans lequel on mettait du grain et qui permettait de trouver une équivalence entre deux biens. Donc, par exemple, je veux échanger, allez, je dirais un cochon et je veux échanger à cette époque-là, du cuivre. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, l'unité d'échange, ça va être autant de mesures de grains. Donc, autant de récipients remplis de grains, eh bien, ça équivaut à... Ça permet de trouver une équivalence entre, d'une part, j'avais pris quoi comme exemple il y a 2 minutes?
Donc c'était le cochon, et d'autre part du cuivre. Je crois que c'était les exemples que j'ai pris tout à l'heure. Voilà. Donc on peut dire qu'il s'agit d'une monnaie intermédiaire. Ce n'est pas du troc, on est entre le troc et le système monétaire. Sauf qu'il s'agit encore d'un bien naturel, et il ne s'agit pas encore d'une monnaie métallique. Donc la première monnaie, c'était des mesures liées au monde agricole. En Mésopotamie, ailleurs, que ce soit en Grèce, que ce soit en Inde, que ce soit à Rome, le deuxième type de monnaie d'échange qui apparaît est lié à l'élevage. Vous savez qu'en latin, enfin vous ne savez peut-être pas qu'en latin, mais vous savez que le mot pécunier, pécuniaire, renvoie à la notion de troupeau. Je l'écris peut-être au tableau, je ne sais pas si je l'écris à l'époque, mais pecus, en latin, signifie troupeau. Hein? Et donc, quand on parle de problème pécuniaire, à l'heure actuelle, ça renvoie à la notion de troupeau. Alors, nous ne sommes plus dans une société de type pastoral, bien entendu. Hein? Vous savez également que quand on parle de capital, à l'heure actuelle, quand on dit avoir du capital, ça vient d'un mot latin qui est caput, qui veut dire la tête de bétail. Alors, chez les Grecs, même chose. Instrument d'échange lié bous, lié justement sur une monnaie de type pastoral, je dirais, de nouveau, lié à l'élevage. Et chez les Indiens, donc en Inde, quelle est la monnaie qu'on utilise en Inde à l'heure actuelle? Ce sont des roupies. Eh bien, roupia, ça veut dire troupeau en hindi. Donc, roupia. Ça a été le deuxième type de monnaie. Donc, d'abord, une monnaie liée à un produit agricole, ensuite, une monnaie liée à un produit de l'élevage, et enfin, la troisième monnaie, qui est celle que nous connaissons, bien que maintenant on utilise essentiellement des moyens, des instruments d'échange qui sont de type électronique, mais la troisième monnaie, c'est qui va perdurer jusqu'à une époque très récente, et on l'utilise toujours, parce que dans la porte-monnaie, nous avons toujours des pièces métalliques, c'est évidemment la monnaie métallique qui naît en Lydie au 7e siècle avant Jésus-Christ, au début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va permettre la diffusion de la monnaie métallique? Eh bien, c'est le fait que, au milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ, la Lydie, autrement dit le royaume du fameux roi Crésus, va être conquise par Cyrus, l'empereur des Perses, le roi des rois. Et c'est ainsi que la monnaie, grâce à son inclusion, son incorporation dans l'Empire perse, va connaître une grande diffusion. Donc ce sont les Perses qui, profitant d'une invention lydienne, vont diffuser la monnaie. Et très rapidement, la monnaie va se diffuser un petit peu partout en Orient. Parallèlement, elle est utilisée bien sûr aussi par les Grecs. Alors, on va continuer à faire le tour de cette histoire de l'Antiquité. La notion d'État, on peut dire qu'elle naît parallèlement en Égypte et en Mésopotamie. Mais le premier État, je dirais au sens qui sur un plan territorial est assez vaste, c'est l'Égypte. Car en Mésopotamie, pendant des siècles, vous n'aurez que des cités-États, dirigées par des despotes, à l'inverse des cités-États que l'on trouve dans le monde grec, à partir du XIIe siècle avant Jésus-Christ, et surtout à partir du 8e siècle, car c'est à ce moment-là que vraiment on peut parler de cités-États dans le monde grec, à l'époque archaïque. Et là, ce sont des cités-États dirigés par des citoyens, en tout cas pour une partie de ces États
fait référence bien entendu à la cité athénienne ici. Alors, l'Égypte, elle, constitue un véritable État qui est vaste sur le plan territorial. En Mésopotamie, il faudra attendre le 24e siècle, le 23e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de Sargon, pour qu'un État assez vaste se forme. C'est le royaume d'Akkad. Et puis il faudra attendre le 18e siècle avant Jésus-Christ, avec la formation du premier empire babylonien, avec Hammurabi. Puis il y aura d'autres empires qui vont se former par la suite dans cette région du monde. Mais il ne faudrait toutefois pas oublier que ce soit l'Égypte, ou l'ensemble des cités qui forment la Mésopotamie, n'ont jamais formé un territoire supérieur à 23-24 000 km². La Belgique couvre un territoire de 32 000, 33 000 km² approximativement. Donc, l'Égypte ancienne est plus petite que la Belgique. Pendant toute l'Antiquité, c'est seulement à l'époque du Nouvel Empire où il y aura des conquêtes dans le couloir syro-palestinien et vers la Nubie. Mais pour le reste, l'Égypte n'est en fait qu'un vaste couloir le long du Nil. Donc les surfaces cultivables se situent juste le long du Nil. C'est seulement à hauteur du delta que l'Égypte grandit territorialement. Quand vous voyez la Mésopotamie, en fait la Mésopotamie c'est quoi? Ce sont des régions qui sont irriguées, mais irriguées le long de l'Euphrate et le long du Tigre. Pour le reste, ce sont des steppes, ce sont des marais insalubres dans le sud. Plus loin, vous avez des déserts. Donc la Mésopotamie, et quand je dis la Mésopotamie, et vous savez que la Mésopotamie, ça a des périodes très précises dans l'histoire, qu'elle s'est étendue pour le reste du temps, c'était des territoires le long justement de ces deux fleuves seulement, eh bien l'Égypte et la Mésopotamie ne dépassaient pas 24 000 km². Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que je vous ai dit maintenant sur cette histoire du Proche-Orient? Eh bien, sur le plan social, je vous ai parlé de despotisme il y a quelques instants. Sur le plan politique, la démocratie n'est pas née en Égypte, elle n'est pas née dans les États mésopotamiens. Elle est née en Grèce, comme on va le voir dans quelques instants. Quel type d'agriculture pratique-t-on le long du Nil ou le long de l'Euphrate et du Tigre? Ce sont en fait des agricultures de type intensif, où ce qui domine, c'est l'irrigation. Autrement dit, on fait un petit peu du jardinage. D'ailleurs, si vous allez en Égypte encore à l'heure actuelle, vous allez voir que c'est du jardinage, ce n'est pas de l'agriculture extensive comme dans le Middle West aux États-Unis, où là vous avez des kilomètres de champs ensemencés avec des petits avions qui lancent des insecticides. C'est pas ça du tout. C'est du jardinage. Or, d'ailleurs, comme en Chine, à la même époque, parce que en Chine, il faut compter que c'est au milieu du deuxième millénaire qu'on peut parler d'une mise en route véritablement de la civilisation. Pour l'Inde, on peut peut-être monter aux environs de 2400-2300 avant Jésus-Christ avec la fameuse civilisation de l'Indus qui a pour cœur Mohenjo-Daro. Donc, une agriculture de type intensif. Cette agriculture de type intensif explique que l'esclavage n'est pas né sous sa forme brutale dans ces régions. En effet, en Mésopotamie ou en Égypte, entre les hommes libres et les esclaves qui existent, oui, il y a toute une série de catégories intermédiaires.
Autrement dit, entre l'homme libre et l'esclave, il y a des hommes qui sont 3/4 libres, puis il y a demi-libre, puis un quart libre, et puis enfin vous avez l'esclave. Ces esclaves n'ont jamais existé en très grand nombre. Ils ont eu pendant longtemps une fonction ancillaire, c'est-à-dire c'était des domestiques, des servants, qui étaient des esclaves sans aucun doute, mais qui avaient une fonction, je dirais, de serviteur. Où l'esclavage, le mode de production esclavagiste sous sa forme nette, brutale, est apparu, eh bien, ce n'est pas dans ces régions chaudes et humides. Quand je dis chaude et humide, c'est parce qu'il y a de l'eau, je ne parle pas du climat du ciel. Eh bien, c'est en Grèce et c'est en Italie. Parce que là, vous avez des terres sèches et un climat chaud. Par conséquent, là, on va devoir pratiquer de l'agriculture extensive. Et pour pouvoir travailler sur des terres sèches avec un climat chaud, il faut une main-d'œuvre abondante. Il ne faut pas des jardiniers, comme pour la riziculture en Chine, ou comme pour travailler le long du Nil, ou en Mésopotamie, où ce sont des petits paysans qui profitent d'une crue pour cultiver. Non, là vous avez des terres sèches, et donc il faut beaucoup de travailleurs, des travailleurs qui ne sont pas payés, parce qu'effectivement les rendements sont plus faibles, vous le comprenez. Et donc les latifundia sont une invention du monde romain. En Inde, on peut dire que se met en place des sociétés esclavagistes vraisemblablement dès l'époque de Napata et de Mohenjo-Daro aux environs 2400. Ce qui est sûr, c'est que c'est surtout à l'époque brahmanique, donc védique et brahmanique, c'est-à-dire après 1500 avant Jésus-Christ, on peut parler à coup sûr de sociétés esclavagistes. Il y aura des grands domaines, mais vous n'aurez jamais l'équivalent des latifundia et vous n'aurez jamais d'ateliers qui nécessitent une main-d'œuvre très abondante. Vous n'aurez pas non plus l'équivalent des mines d'argent du Laurium, qui se trouvaient donc dans le sud de l'Attique, où là il y avait des milliers d'esclaves. Même chose, je pense aussi aux Latonies de Sicile, c'est-à-dire ces carrières de marbre que l'on trouvait sur cette île. Le fait que cette main-d'œuvre soit abondante et bon marché à partir des grandes conquêtes de Rome va évidemment déstructurer complètement l'économie. Parce que les petits producteurs indépendants vont devoir aligner leur prix de vente sur les prix de vente des produits céréaliers, des latifundia, des grands domaines, qui n'ont évidemment pas les charges qu'ont les petits producteurs, puisque la main-d'œuvre est gratuite. Et vous savez qu'un esclave, on lui donne juste ce qu'il faut pour se nourrir, mais pas plus. Donc, la grande modification, je dirais, dans l'Antiquité, la Révolution se situe quand? Eh bien, elle se situe au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans l'Empire athénien. C'est l'époque qui est glorifiée dans tous les manuels scolaires parce qu'on l'appelle le siècle de Périclès, mais c'est l'époque également de l'impérialisme athénien. C'est l'époque où l'exploitation des esclaves a été la plus forte. C'est l'époque également où Athènes exploite toutes les cités qui lui sont vassales. Je vous ai expliqué qu'en 479 est fondée la Ligue de Délos, et que cette Ligue de Délos n'est rien d'autre que l'équivalent de l'OTAN, c'est-à-dire une alliance défensive entre États, puisque toutes ces petites cités, ce sont des États, mais où l'hégémonie est entre les mains, puisque l'hégémonie vient du mot hégémon, qui en grec veut dire le commandement, se trouve entre les mains des stratèges d'Athènes,
et que c'est Athènes qui mène la barque, d'autant plus qu'il n'y a plus de guerre contre les Perses à ce moment-là, alors que la Ligue des Délos était créée justement pour se défendre contre les Perses, et que Athènes, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait de tous les tributs qu'elle reçoit? Eh bien, elle thésaurise, elle peut utiliser tout cet argent pour raffermir son impérialisme et construire ces fameux monuments de prestige qui impressionnent évidemment toutes ces petites cités. C'est l'époque, troisième quart du 5e siècle avant Jésus-Christ, où tous les temples sont construits sur l'acropole, le Parthénon, l'Erechtheion, le Propylée, ça c'est pas un temple, le temple d'Athéna, Niké, etc. Voilà. Et c'est l'époque de l'esclavage, mais un esclavage en très grand nombre à Athènes. Il y a un historien britannique qui a calculé que dans l'Athènes du 5e siècle, il y aurait eu 3 esclaves pour un citoyen. C'est un grand historien, Moses Fanny. Il y a d'autres historiens qui ont des chiffres plus bas, c'est vrai, qui considèrent qu'il y aurait eu 3 esclaves pour 2 citoyens. Mais il n'empêche que tous se mettent d'accord sur le fait que les esclaves étaient plus nombreux que les citoyens. Donc on peut vraiment parler là d'un mode de production esclavagiste, comme maintenant on peut parler d'un mode de production capitaliste sans aucun doute. Et vous remarquerez aussi que c'est dans les périodes où l'exploitation a été la plus dure qu'en général, les beaux-arts se sont développés avec le plus de vigueur. Il faut savoir que pour pouvoir payer des artistes, payer des sculpteurs, avoir des intellectuels qui puissent produire, il faut avoir un surplus dans la production qui permet de nourrir tous ces gens-là, de les payer. Donc, comment dirais-je, ces périodes d'apogée de la civilisation sont très souvent liées à des périodes d'exploitation éhontée d'une partie de la population, à savoir ici les esclaves. Les Grecs, quand ils se sont lancés dans la colonisation, la première colonisation date du XIIe, XIe siècle avant Jésus-Christ. La deuxième colonisation date surtout du 8e, 7e siècle, et puis il y a même une troisième colonisation après une pause d'un demi-siècle dans la deuxième moitié du 7e siècle et au 6e siècle. Bien, ce que visaient les Athéniens quand ils partent, les Grecs d'une manière générale, ils y partent pour différentes raisons, on l'a vu, pour des raisons démographiques, parfois pour des raisons politiques, parce qu'il y avait des dissensions à l'intérieur même de la cité, mais aussi souvent pour se ravitailler en blé. C'est comme ça que les Athéniens sont partis pour chercher du blé, entre autres, sur les côtes de la mer Noire. Le blé athénien, il venait parfois de très loin, d'Ukraine, de Crimée. Il venait également, le fameux pays de la toison d'or de Jason, c'est la Géorgie, ce qui littéralement veut dire le pays des paysans. Il vient également de Sicile, d'Égypte. Et cette arrivée massive de blé dans le port du Pirée va permettre une spécialisation de l'économie athénienne, par exemple dans la production de céramique. On va retrouver un petit peu partout sur le pourtour de la Méditerranée des récipients produits par des potiers athéniens. Et c'est ainsi que vous allez avoir de véritables petits, même des grands seigneurs féodaux en Attique qui vont vivre un petit peu comme des gentlemen farmers, des nobles fermiers, si vous voulez, qui s'intéressent surtout au cours du prix du blé, un petit peu comme des rentiers, je dirais, du XIXe siècle. Je vous ai parlé de la colonisation grecque.
il y avait une colonie qui était un petit peu particulière, c'est Naucratis. Naucratis, c'est une colonie qui se trouve dans l'ouest du delta du Nil et qui anticipe, je dirais, des colonies que l'on trouvera plus tard, parce qu'à Naucratis, vous avez des habitants qui viennent de différentes régions. C'est une ville très mélangée. Elle anticipe aussi l'époque, je dirais, de l'hellénisation de l'Égypte, qui est bien postérieure, puisqu'elle remonte à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire lorsque Ptolémée va créer ce royaume, l'Agide, qui durera jusqu'en 31, c'est-à-dire jusqu'à la bataille d'Actium et la défaite d'Antoine et de Cléopâtre. Je vous parle d'une cité grecque, Naucratis. Je ne vous ai pas encore parlé de Carthage dans ce grand bilan. Carthage est une cité phénicienne. La Phénicie n'a jamais constitué un État. Il y avait plusieurs cités-États dans la région que l'on appelle la Phénicie. La Phénicie, ce n'est pas, contrairement à ce que l'on entend souvent, le Liban. Non, la Phénicie, ou la région phénicienne, remontait beaucoup plus haut, enfin vers le nord, puisqu'elle couvrait une bonne partie de la côte syrienne à l'heure actuelle, puisqu'elle remontait jusqu'à Ougarit. Les grandes cités phéniciennes sont Tyr, Sidon, Bérite, par exemple. Tyr et Sidon ont fondé des colonies sur le pourtour de la Méditerranée occidentale. Vous devez vous dire que pour les Phéniciens, il s'agissait véritablement du Far West. Pour eux, c'était l'Amérique. Traverser, vous imaginez, toute la Méditerranée pour arriver dans ce que nous appelons maintenant le sud de l'Espagne, le Maroc, pour arriver en Sicile, pour arriver dans l'actuelle Tunisie. Et au IXe siècle avant notre ère, ces Phéniciens venant de Tyr fondent Carthage. Or, Carthage n'a rien à voir avec Athènes, je dirais, et n'a rien à voir avec Rome. C'était une grande cité dans l'Antiquité. Carthage était une grande puissance. Ce sont deux géants qui s'affrontent au IIIe siècle avant Jésus-Christ, entre 264 et 248, 42, maintenant je ne sais plus, attendez. 48 dans un premier temps pour la première guerre, et puis entre 218 et 202 pour la deuxième guerre, et puis enfin entre 148 et 146 pour la troisième guerre punique. Carthage, c'est un petit peu New York à l'époque. Vous aurez d'autres New York, hein. Par exemple Alexandrie. Alexandrie, ce sera une ville tout à fait nouvelle qui sera fondée. Alexandrie, c'est l'époque d'Alexandre le Grand et de ses successeurs, je vous le rappelle. Hein. Alexandrie n'existe pas à l'époque de l'Égypte pharaonique, de l'Égypte ancienne. Alexandrie, c'est une ville grecque, ce n'est pas une ville égyptienne au sens pharaonique du terme. Et à Carthage, vous avez des tas de populations mélangées. C'est une ville purement commerciale qui est faite à partir de rien. Les Carthaginois ont laissé d'ailleurs très peu de traces écrites. Ce qu'on a pour les Carthaginois, c'est essentiellement des stèles. Alors vous savez, c'est un petit peu comme pour les Étrusques. On a un vocabulaire qui est très répétitif et on sait très peu de choses. C'est une langue sémitique. Le carthaginois se parle toujours sous une forme améliorée ou plutôt modernisée, c'est le maltais. Quand vous allez à Malte, vous entendez parler carthaginois, en fait. C'est le seul pays où on parle encore carthaginois, d'ailleurs, hein, à côté de l'anglais, bien entendu. Alors, Carthage, je vous ai dit, c'est une ville à l'américaine, c'est-à-dire une ville où on a très peu de traces écrites et on a surtout du concret. C'est une société du concret. Ce sont des commerçants, des gens qui veulent faire de l'argent. On sait très peu de choses sur leur manière de penser, sur leur religion, très peu de choses. De toute façon, leur religion, c'est la religion phénicienne, avec Baal en particulier.
Et politiquement, elle fonctionne un petit peu comme la ville de Venise, hein, entre le XVe et le XVIIIe siècle. Il y a un sénat de la ville, l'équivalent d'un sénat de la ville, avec des notables qui dirigent, autrement dit, c'est une oligarchie marchande, comme à Venise, à sa grande époque, au XVIe siècle. Il y a des populations dont on parle rarement, et c'est bien dommage. Dans les cours d'histoire, ce sont les Celtes ibères, les Ligures et les Étrusques. On oublie parfois que ces peuples ont coexisté dans l'histoire, à côté des Grecs, à côté des Carthaginois, à côté des Romains. Et j'espère qu'un jour, on inclura bien l'histoire de tous ces peuples qui ont eu une civilisation matérielle, en tout cas très importante, mais que nous ne connaissons pas par des écrits, c'est vrai, hein, ou très peu, hein, en tout cas pas émanant directement de ces peuples-là. Pour revenir au monde grec, j'ai évoqué tout à l'heure l'Empire macédonien. Je vous ai parlé d'Alexandre le Grand, quand je parlais d'Alexandre. Qu'est-ce qui a fait qu'Alexandre le Grand a pu conquérir ce territoire immense qu'est l'Empire perse? Parce qu'en fait, l'Empire d'Alexandre le Grand, ce n'est rien d'autre que l'Empire perse, en fait, hein. Plus la Macédoine. Et pour le reste, c'est l'Empire perse. Un petit peu agrandi jusqu'à l'Indus. Et pour une partie couvrant l'Afghanistan et allant pratiquement au cœur du Pakistan, mais en gros, c'est la même chose. Ils se recouvrent. Il y a un paradoxe. C'est que les Perses étaient de très bons cavaliers. Et que pour pouvoir conquérir l'Empire perse, qui s'étend sur des milliers et des milliers de kilomètres, il était nécessaire d'avoir une cavalerie. C'était le seul moyen de pénétrer dans cet empire perse, parce que vous pensez bien qu'avec les fantassins, hein, il y avait des fantassins aussi, mais c'était extrêmement difficile. Vous voyez non seulement les distances, mais vous voyez également le climat, surtout extrêmement pénible, chaud dans la journée, très froid la nuit. Un territoire aride aussi, avec quelques oasis, mais pour le reste, c'est un pays assez infernal. Il fallait donc cette cavalerie. Les Perses avaient une cavalerie. Les Macédoniens élevaient des chevaux, et ils avaient une excellente cavalerie. Mais, lorsque l'empereur, c'est Darius III à ce moment-là, se trouve face à l'invasion d'Alexandre le Grand, eh bien, dans son armée, tenez-vous bien, les troupes de choc sont constituées par des Grecs. Et oui, des mercenaires grecs. Donc, quand on parle de la victoire d'Alexandre le Grand sur les Perses, en fait, c'est la victoire des Macédoniens sur des Grecs. Parce que c'était des Grecs qui se battaient pour le roi de Perse, des mercenaires. Pendant tout le 5e et tout le 4e siècle, l'armée des Perses est constituée, en tout cas ces troupes d'élite, par des Grecs. Et tenez-vous bien, le chef de l'armée de ces Perses est un Grec. C'est un général grec. Alors, c'est un petit peu paradoxal, évidemment. On parle de la conquête des Macédoniens sous l'Empire perse, alors qu'en fait, ce sont deux armées qui, quelque part, se connaissent, mais c'est la cavalerie macédonienne qui l'a emporté sans aucun doute. En 334, donc, avant Jésus-Christ. Vous savez, l'armement, les outils dont on dispose sont évidemment tout à fait essentiels quand on fait la guerre. C'est même une tautologie, ce que je suis en train d'exprimer ici. Si, à titre de comparaison maintenant, les Autrichiens ont pu reprendre le dessus à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle,
de notre ère sur les Ottomans, c'est grâce à leur cavalerie. Et donc la conquête de l'Europe danubienne et de l'Europe balkanique par les Autrichiens est liée à leur cavalerie. Je referme la parenthèse. J'en arrive maintenant à Rome. Rome, pendant 5 siècles, n'a été qu'une petite bourgade. Entre le milieu du 8e siècle, c'est-à-dire entre la date légendaire de Rome, 753, donc je dirais le milieu du 8e siècle, et d'autre part, 340. Donc pendant 4 siècles, excusez-moi, pendant 4 siècles, donc, Rome, c'est une bourgade. C'est un avant-pont, comment dirais-je, un avant-poste des Étrusques pendant 2 siècles et demi. Et puis, il y a des luttes sociales au 5e siècle avant Jésus-Christ, au début du 5e siècle, entre les patriciens et la plèbe. Et après un siècle et demi, donc entre 509, début de la République romaine, jusqu'à plus ou moins 340, eh bien, les plébéiens finissent par obtenir une égalité juridique par rapport aux patriciens. Mais cette égalité juridique, en fait, ne bénéficie véritablement qu'à la couche supérieure de la plèbe. Mais alors, à partir des années donc 270 avant Jésus-Christ, après la conquête par Rome de colonies grecques en Italie, ce sont les guerres puniques. Et alors là, le destin de Rome va changer complètement. Complètement. Le destin de Rome sera, je ne dirais pas planétaire, mais va devenir méditerranéen. Rome va progressivement, après avoir défait Carthage et après avoir défait au IIe siècle avant notre ère et au 1er siècle avant notre ère les royaumes issus de la diaspora après la mort d'Alexandre le Grand, donc après avoir conquis tous ces royaumes hellénistiques, Rome va se lancer à la conquête de la Gaule. Alors si vous voyez une carte, la Gaule ne représente pas un territoire immense par rapport à l'ensemble de l'Empire romain. Mais il faut savoir qu'au IIe siècle de notre ère, il y aurait eu aux environs de 60 millions, 70 millions d'habitants, d'habitants dans l'Empire romain, donc maximum, 70 millions d'habitants dans l'Empire romain, IIe siècle de notre ère. Mais tenez-vous bien, la Gaule, ça représentait entre 12 et 15 millions d'habitants. Donc en gros la France, pour simplifier, c'est un peu plus que la France, parce que la Belgique est incluse dedans. Mais donc vous imaginez, donc ça veut dire que la Gaule d'il y a 2000 ans, près de 15 millions d'habitants, la France aujourd'hui, 60 millions d'habitants, 4 fois plus. Ce n'est pas une croissance immense, mais ça veut dire surtout que la Gaule est un pays très peuplé parce que très riche, avec des terres très riches, très fertiles. Il y avait aussi des forêts nombreuses, très importantes, pour le bois, de construction, de chauffage, entre autres choses. Mais il y avait aussi des ateliers. C'est un pays où il y avait une industrie. Évidemment, je ne veux pas faire d'anachronisme, mais de l'artisanat, mais de l'artisanat très spécialisé. Entre autres, sur le plan métallurgique, il y avait des orfèvres, et celles étaient d'excellents orfèvres. Je vous dis, ce sont eux qui ont inventé la serrure, ce sont eux qui ont inventé les amortisseurs, parce que pour les carrosses, ils avaient inventé un système qui permettait à ceux qui étaient dans un chariot pour être transportés de ne pas être bousculés constamment avec un système de courroie. Ce sont eux qui ont inventé également le cerclage des tonneaux. C'était d'excellents verriers également. Donc, la conquête de la Gaule a été, après la conquête de la Méditerranée, l'événement le plus important de l'histoire romaine.
Alors, vous savez que le IIe siècle avant Jésus-Christ est une période cruciale pour l'histoire de l'Empire romain. C'est l'époque où Rome bascule véritablement. De petit État qu'elle était jusqu'au début du IVe siècle, du IIIe siècle avant Jésus-Christ, au IIe siècle, Rome va devenir une puissance gigantesque. Ça va conduire à l'afflux massif. Des centaines de milliers d'esclaves vont arriver en Italie. Ça va déstructurer complètement la société romaine. Essayez d'imaginer, en Belgique, en un siècle, on vient de passer le cap des 11 millions maintenant, mais en un siècle, on serait passé de 10 millions d'habitants à 20 millions, 30 millions en 100 ans. Et les 20 millions supplémentaires, ce seraient des esclaves, résultant d'une immigration décidée, certainement pas subie, décidée par les grands propriétaires terriens qui siégeaient au Sénat, parce que les villes dans l'Antiquité ne sont rien d'autre que des rassemblements de grands propriétaires terriens. Il ne faudrait jamais l'oublier, ça. On est dans un monde rural. Et donc vous avez cette concentration d'esclaves, en Italie surtout. Donc vous imaginez en un siècle. Alors là, ce n'est pas les immigrés, le type d'immigration tel que nous les connaissons dans nos pays. Là, ce sont des esclaves. Vous imaginez la situation des petits paysans. Il faut automatiquement le prix de revient de tout ce qu'ils produisent baisser fortement, puisqu'ils se trouvent face à des gens qui disposent d'une main-d'œuvre gratuite. Et donc, je vous en ai parlé dans le courant de l'année, quand nous avons étudié la crise de la deuxième moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, avec la crise des Gracques, vous vous souvenez, entre 134 et 121 avant Jésus-Christ, tous ces petits paysans qui vont grossir cette main-d'œuvre inoccupée, la plupart du temps à Rome, ce que j'avais appelé l'infima plebs, qui ont été pratiquement chassés ou qui n'ont presque plus rien comme terre, alors que les grands propriétaires terriens qui sont liés évidemment, et qui sont d'ailleurs eux-mêmes membres de la classe politique dirigeante, ont occupé véritablement, sans avoir bien entendu de titre de propriété, des terres immenses, un petit peu partout dans le monde méditerranéen. Et cette crise conduit à la crise sociale, dont je vous ai parlé amplement antérieurement. C'est à l'origine de tous les problèmes de l'opposition entre les classes populaires et les classes dirigeantes au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est à l'origine des 3 ou 4 grandes révoltes d'esclaves entre 130 et 70 avant Jésus-Christ. La plus célèbre est évidemment celle de Spartacus, entre 73 et 71 avant Jésus-Christ, mais il y en a eu d'autres, en Asie mineure, entre autres choses, en Grèce, en Italie. Alors, quand on passe maintenant la frontière de l'ère chrétienne, au 1er siècle de notre ère, l'Italie est une grande mangeuse d'hommes, si je puis dire. Mais au IIe siècle, l'Italie commence à péricliter. Dorénavant, la croissance économique ne se fait plus en Italie, elle se fait en Occident, en particulier en Gaule, ou en Orient, entre autres dans les milieux urbains dont je vous ai parlé. Alors quand je vous parle des milieux urbains, entendons-nous bien, il n'y avait pas de grandes villes dans l'Antiquité. Il y avait en Occident peut-être Lyon, qui était une grande ville. Il y a eu Milan également. En Orient, vous avez Alexandrie, en Égypte, Antioche, en Syrie. Et puis c'est à peu près tout. Il faudra attendre la première moitié du IVe siècle pour que se développe, naisse et se développe Constantinople, qui a été fondée, comme vous savez, par Constantin.
comme son nom l'indique. Sur le plan politique maintenant, pour cette époque de l'Empire romain, donc les siècles qui suivent l'ère chrétienne, on peut dire que l'Empire romain a marqué la naissance d'une bureaucratie pour administrer l'Empire. Jusqu'alors, l'administration est réduite à très peu de choses. Je vous ai parlé des institutions romaines, je vous ai parlé du Sénat, je vous ai parlé des comices, des magistratures, mais cela ne constitue pas une administration. Les bureaux sont créés et se développent à partir du 1er siècle de notre ère, à partir d'Auguste. C'est à ce moment-là le début de l'administration, véritablement, et d'un embryon d'État moderne, qui conduira à Byzance à une bureaucratie pléthorique, et qui conduira plus tard à d'autres bureaucraties pléthoriques, dont le dernier exemple est lié à l'héritière de Byzance, c'est-à-dire de la Russie, à l'époque des Tsars, 19e siècle, et surtout alors au 20e siècle, avec la bureaucratie soviétique. Au 3e siècle de notre ère, l'Empire romain se militarise. On avait déjà au 1er siècle avant Jésus-Christ assisté à la formation d'une société dirigée par des militaires et très fortement encadrée par l'armée. À partir des Sévères, c'est-à-dire à partir de 194 jusqu'en 235, on peut dire que se met en place cet empire qui est celui de l'Antiquité tardive, c'est-à-dire une société très encadrée, très hiérarchisée, où domine un empereur qui dorénavant d'ailleurs ne porte plus le terme de imperator, mais de dominus. Il est aussi imperator. Mais lorsque l'on se rend à Rome, on rencontre le dominus, c'est-à-dire le maître. Le 3e siècle, après les Sévères, donc après 235 et pour un mi-siècle, connaîtra des coups d'État permanents, un petit peu comme en Amérique latine au XXe siècle, ce que les Sud-Américains appellent golpe, des coups d'État, des pronunciamentos. Ce sont des généraux, des chefs de l'armée qui prennent successivement le pouvoir et qui tiennent très peu de temps en place, quelques mois le plus souvent. Pour remédier à cette situation, en 285, un de ces généraux, qui s'appelle Dioclétien, met au point un système collégial qui est celui de la tétrarchie. Il se dit que l'empire, tout en restant unique, doit être gouverné de plus près par des dirigeants qui contrôlent le terrain immédiatement. C'est à ce moment-là que se met en place tout un système de circonscription militaro-administrative avec les fameux diocèses dont le nom sera emprunté dans l'organisation administrative. Robert sera mis au point, utilisé dans l'organisation administrative de l'Église. Au point qu'on l'utilise toujours à l'heure actuelle. Ce n'est pas par hasard, évidemment, que au IVe siècle, les empereurs, non c'est son voisin, que les empereurs vont se convertir au christianisme. En fait, ils se rendent compte de la nécessité et de l'intérêt qu'il y a à promouvoir, à officialiser une seule religion
religion monothéiste dont l'empereur est le représentant de Dieu sur terre. Un Dieu dans les cieux, un empereur sur terre. Il y a donc reflet, mais comme vous le savez, l'idéologie utilise souvent des détours pour arriver aux fins du groupe dominant. Et c'est ainsi que dans la Bible, dans la Genèse, il est dit que Dieu créa l'homme à son image. Et donc ici, dans l'idéologie chrétienne, c'est Dieu créa les hommes et l'empereur donc qui les dirige à son image, alors qu'évidemment c'est Dieu et la religion chrétienne qui légitiment le pouvoir de l'empereur. Donc il faut évidemment inverser les données du problème. Le christianisme a eu un rôle évidemment très important dans l'histoire de l'Empire romain. Et quand je dis dans l'histoire de l'Empire romain, ce n'est pas seulement dans l'histoire de l'Empire romain, c'est dans l'histoire de l'Occident tout court. Vous savez qu'au Moyen-Âge et à l'époque moderne, c'est la religion qui légitime l'assise sociale des puissants. Les fondements politiques des grands, de leur pouvoir et de l'oppression que ces grands exercent sur les petits. Jusqu'à la Révolution française, en fait. Et pour l'Europe centrale, jusqu'en 1848, jusqu'au milieu du XIXe siècle, et quant à la Russie, jusqu'au début du XXe siècle. Le tsar n'est rien d'autre, il se considère comme le petit père des peuples, terme qui a été réutilisé d'ailleurs par Staline par la suite. C'est donc une société où il y a quelqu'un qui sait et qui peut, grâce au pouvoir que Dieu lui a donné. Cette société esclavagiste, dont je vous ai quand même pas mal parlé dans le courant de cette année, et surtout au second semestre, eh bien, cette société esclavagiste, elle serait née, au lieu de certains, au 5e siècle, sous sa forme massive, brutale, à Athènes, et aurait fonctionné dans le cadre d'un système bipolaire avec la notion de citoyenneté. Et je dirais même, enfin ce n'est pas moi qui le dis, ce sont certains historiens, que la notion de liberté a été d'autant plus grande et la notion de citoyenneté s'est forgée parce que l'on se trouvait dans une société esclavagiste, c'est-à-dire une société manichéenne. On était d'autant plus libre qu'il y avait en face de soi des gens qui n'avaient aucun pouvoir et qui étaient à la disposition de leur maître. C'est intéressant comme hypothèse, bien entendu. Il y a même un psychanalyste qui s'appelle Georges Devreux, psychanalyste et anthropologue hongrois, helléniste aussi, excellent helléniste, qui dans un article publié en 1965 dans la revue Les Annales a tenté d'expliquer également la société spartiate par cette opposition, je dirais, systémique, structurelle sur le plan psychique entre les citoyens spartiates, ces guerriers, les homoioi, les égaux, et d'autre part, les ilotes. Et cette société spartiate se serait écroulée justement à partir du moment où le système esclavagiste ne peut plus fonctionner, et à partir du moment où Sparte, les Spartiates, les égaux, disparaissent au profit d'un nouveau système, à l'époque romaine en particulier, eh bien, ce système de l'ilotisme n'a plus fonctionné. D'autant plus qu'il faut savoir que dans le dernier siècle et demi de l'histoire indépendante de Sparte,
les ilotes ont eux-mêmes été engagés dans l'armée, vous imaginez. Évidemment, ça déstructure complètement, psychiquement, une société à partir de ce moment-là. Alors, dans l'Empire romain, maintenant, pourquoi cette société de type esclavagiste s'est-elle transformée pour s'effondrer finalement à la fin de l'Antiquité? Eh bien, c'est parce que l'esclavagisme n'était plus rentable. En effet, les grandes conquêtes, elles datent de quand? Je vous l'ai dit. 2e siècle surtout avant Jésus-Christ, 1er siècle également, je vous ai parlé de la Gaule au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, mais à l'époque de l'Empire, il n'y a plus de grandes conquêtes, sinon peut-être au tournant du 1er siècle et du 2e siècle après Jésus-Christ, à l'époque de ce grand empereur soldat qui est Trajan, celui qui a conquis la Dacie, c'est-à-dire en gros la Roumanie qui se trouve au nord du Danube. Mais pour le reste, l'Empire n'est pas marqué par les conquêtes, au contraire. L'époque de l'Empire est marquée par un recul. Les empereurs ont dû avoir des positions défensives à partir du 2e, 3e siècle. Pour ceux qui ont vu le film Gladiator, on le voit bien. Hein? La position, le film d'ailleurs commence avec une bataille de l'empereur Marc Aurèle contre des barbares qui pénètrent, qui essaient de pénétrer dans l'Empire à la hauteur des champs d'Écumates. Vous savez, les champs d'Écumates, c'est ce coin qui a dû être conquis par les empereurs romains pour se protéger contre l'arrivée des barbares, parce que c'était par là qu'ils arrivaient entre le Rhin d'une part et le Danube. Et donc il y a un point par lequel on pouvait rentrer, je dirais, via la Suisse, dans le nord de l'Italie. Le film commence à cet endroit-là. Et au 3e, au 4e siècle, il y a des incursions nombreuses, parfois violentes, déjà au milieu du 3e siècle, y compris sur le flanc oriental de l'Empire romain, avec les Parthes. Et puis, au 4e siècle, progressivement, il y a des avancées de plus en plus nombreuses. D'abord, une immigration, je dirais, pour utiliser l'expression qu'on utilise dans la République française maintenant, une immigration d'abord voulue, et puis plus tard, une immigration subie. Pourquoi? Parce que les premiers migrants venant de Germanie, ce sont des gens dont on a besoin de main-d'œuvre. Ils viennent travailler dans l'Empire romain. Ils vont occuper souvent des postes, je dirais, de paysans-soldats dans un premier temps. À une époque, au 3e et au 4e siècle, où l'Empire romain connaît une dénatalité assez marquée, il faut savoir aussi que c'est justement dans cette région tampon qui se trouve entre la Germanie et l'Empire romain, donc le long du Rhin et le long du Danube, que l'on trouve justement les nouvelles capitales impériales. Or, ces capitales impériales, elles ont migré de Constantinople vers Nicomédie ou vers Belgrade, en Serbie actuelle. Elles ont migré également vers Trèves et Cologne, donc dans l'Allemagne actuelle, parce que c'est là que les empereurs soldats devaient prendre l'initiative face aux incursions possibles. Mais du coup, il y a eu aussi un déplacement de l'activité économique vers ces régions-là. Et cette activité économique dans le nord de la Gaule, dans l'ouest, je dirais, de l'Allemagne actuelle, est évidemment, va avoir un rôle très très important au Moyen-Âge. Pensez que plus tard, le cœur de l'Empire carolingien se trouve dans ces régions-là. Alors maintenant, pourquoi l'esclavage, donc, pour répondre à ma question, pourquoi l'esclavage n'a-t-il plus été rentable? Mais parce qu'il n'y avait plus d'arrivée massive d'esclaves, comme précédemment. Je vous ai dit, les grandes conquêtes datent du 2e au 1er siècle. À ce moment-là, il y a des centaines de milliers d'esclaves qui arrivent en Italie. Les conquêtes, comme il n'y a plus de conquêtes par la suite,
Il n'y a plus d'arrivée d'esclaves. Autrement dit, ce sont seulement ceux qui sont nés de parents esclaves qui sont esclaves, puisqu'il n'y a plus d'esclaves d'arrivage, si vous voulez. Ça s'est passé au XIXe siècle de la même manière, lorsqu'on a arrêté la traite, c'est-à-dire le commerce des esclaves. Progressivement, l'esclavage s'est tari, inévitablement. Et je crois vous avoir déjà dit, qu'il paraît d'ailleurs fou, quand on y pense, que c'est seulement à la fin de la guerre de sécession, c'est-à-dire en 1865, que l'esclavage a disparu dans les plantations du sud des États-Unis, qu'il a fallu attendre 1888 pour que l'esclavage disparaisse au Brésil, donc il y a un peu plus d'un siècle. C'est quand même incroyable tout ça, quand on y pense. Alors, l'esclavage, non seulement disparaît parce que les esclaves sont de moins en moins nombreux, ça c'est la première chose, mais aussi parce que l'esclavage ne conduit pas à l'innovation technologique. Il y a eu une véritable stagnation technologique dans l'Antiquité. Il y a eu quelques découvertes, mais très rares. Je pense en particulier au moulin rotatif ou le grain. Oui, c'est une découverte, enfin une invention plus exactement, qui n'est pas sans intérêt. Il y a eu également le pressoir à vis pour le raisin. Et vous savez que la vigne en Méditerranée a beaucoup d'importance. Ça pouvait servir également pour les olives, pour produire de l'huile. Mais pour le reste, il n'y a pas eu d'innovation technologique. Et c'est cette absence d'innovation technologique qui explique qu'à un moment donné, on arrive à, je dirais, un blocage véritablement d'un mode de production, en l'occurrence le mode de production esclavagiste, et qu'il a paru plus intéressant pour les grands propriétaires fonciers, plutôt que d'avoir des esclaves, d'établir à demeure, et ça va être le début du servage, sauf qu'à cette époque-là, ça se présente sous la forme de ce qu'on appelle le colonnat. Donc on établit des colons, donc des paysans qui vont être installés, mais de manière fixe, à demeure, sur ces grands propriétaires fonciers, et qui vont devoir payer des redevances. Et c'est tout le système, le mode de production féodal qui se met en place à ce moment-là. C'est le servage. Les colons, ce sont les ancêtres des serfs, et donc c'est ce qui explique la disparition progressive donc, de l'esclavage dans l'Antiquité tardive, 3e, 4e, 5e siècle. Et qu'on va passer progressivement au Moyen-Âge, mais ce Moyen-Âge, il ne commence pas en 476, bien entendu, avec la chute de l'Empire romain d'Occident. C'est un événement politique qui est finalement un épiphénomène. C'est parce qu'il y a une modification complète qui s'étend sur 2 ou 3 siècles du mode de production, le passage d'un système de production lié à une main-d'œuvre servile, abondante et gratuite, à un mode de production où pour les propriétaires fonciers, il est plus intéressant d'avoir des personnes qui travaillent la terre et qui payent des redevances. Ça devient plus intéressant au point de vue de la productivité. Ça va? Retenez bien ce que je viens de vous dire maintenant. Alors maintenant, pour les sociétés dont je vous ai pu parler depuis un certain temps, c'est-à-dire la société indienne et la société chinoise, je vous ai dit que les Indiens, il y a une société, des sociétés esclavagistes qui se mettent au point, au moins certainement depuis l'époque brahmanique. Donc au moins depuis la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ, donc en Inde. Je vous ai parlé tout à l'heure, vous vous souvenez, du christianisme pour l'Empire romain. C'est une religion universelle. Je vous ai dit que les empereurs romains profitent de cette religion universelle pour légitimer leur pouvoir. Dans le cas d'une religion universelle, avec un monothéisme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que les individus n'appartiennent plus à des groupes sociaux, à des castes,
et d'ailleurs c'est saint Paul qui le dit dans son épître aux Romains, hein, il n'y a plus ni homme libre, ni esclave, ni homme, ni femme, ni grec, ni étranger. C'est un verset de saint Paul que je suis en train de vous lire maintenant, vous énoncer. C'est une société où chacun est face à lui-même, est face à sa conscience. C'est une société qui n'est pas une société polythéiste, les sociétés polythéistes favorisant évidemment ce système de caste bien ferme d'où on ne peut pas sortir. L'hindouisme en Inde, qui naît du védisme et puis du brahmanisme, est une société de caste. L'hindouisme est une religion polythéiste, avec deux grands dieux, hein, qui sont d'une part Vishnu et d'autre part Shiva. Shiva qui est le dieu des agriculteurs, c'est le dieu de la destruction, mais aussi de la renaissance, parce que Shiva, il détruit pour faire renaître autre chose, c'est pas détruire pour détruire. Hein? Alors que Vishnu était plutôt le dieu des guerriers. Et donc, vous avez une société de caste qui se justifie par des dieux tutélaires qui les protègent chacune. Ces castes sont multiples dans l'hindouisme. Il y en a des centaines. Et elles émanent de ces 4 premiers varnas, hein, que l'on trouve dans le brahmanisme, où il y a entre autres les brahmanes, les kshatriyas, les guerriers, il y a 4 castes. Et à partir du moment où vous avez justement toutes ces castes avec son Dieu privilégié, eh bien cela se fige. Et pour un pouvoir, ce n'est pas très facile de gouverner dans le cadre d'un système polythéiste. Pour un pouvoir qui se veut universel avec un grand territoire, avec des populations hétérogènes, il est beaucoup plus intéressant de fonctionner à l'intérieur d'un monothéisme, d'un Dieu universel, valable pour tout le monde. Et ce qui explique le succès du bouddhisme à partir de la Bouddha vit donc à cheval sur le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui explique le succès du bouddhisme, c'est que c'est une religion universelle. Il n'y a plus de différence entre les individus. C'est comme le christianisme. Il n'y a plus les nobles et les paysans. C'est chacun qui se retrouve face à lui-même pour trouver son salut, pour atteindre le nirvana. Mais pas le nirvana des hindous, le nirvana des bouddhistes, c'est-à-dire l'extinction du désir pour atteindre le néant. Ce n'est pas le nirvana vous vous souvenez, des hindous, parce que le nirvana des hindous suppose, dans le cadre de la transmigration des âmes, hein, que l'on s'améliore pendant sa vie pour renaître dans un état supérieur, dans une caste supérieure. Ici, vous avez un empereur, un pouvoir suprême qui veut égaliser les conditions pour pouvoir dominer seul. Ça va? Et c'est ainsi qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'empereur Ashoka va faire du bouddhisme la religion officielle des territoires qu'il contrôle, c'est-à-dire pratiquement les 3 quarts de l'Inde. Ça va? Remarquez que l'islam a également une prétention universaliste. Et quand les Moghols, plus tard, établiront leur domination sur le nord de l'Inde, au XVIe siècle, avec Akbar, avec Babur, donc dans la première moitié, non, au XVIe siècle, eh bien ce sont des musulmans. Et c'est une domination donc de type musulman qui s'installe sur une population en grande partie hindouiste à ce moment-là. Mais vous avez un Dieu, Allah en l'occurrence, dont vous êtes le représentant sur terre, justement. Ça va? Donc moi, ce que je voudrais que vous voyiez à l'issue de mon exposé maintenant, c'est de voir que l'idéologie n'est pas le reflet, ce serait trop simple, mais que l'idéologie de la classe dominante est construite pour justifier une domination.
Vous remarquez que dans le cadre de ce cours, j'évoquais toute une série d'éléments que l'on peut regrouper dans le cadre de concepts marxistes, à savoir d'une part les forces productives, qui supposent des moyens de production, la personne humaine, enfin la personne humaine plutôt, c'est justement pas des personnes dans ce cas-là, ce sont plutôt des esclaves. Vous avez d'autre part des rapports de production qui se mettent en place dans le cadre d'un mode, d'un véritable système d'exploitation, ici le mode de production esclavagiste, et l'idéologie, elle, n'est pas le reflet, mais tend à justifier sur le plan juridique et sur le plan religieux et sur le plan politique ce type d'exploitation. Je vous ai montré également que l'on va passer d'une société de type esclavagiste, en tout cas pour l'Occident, à une société de type féodale, c'est-à-dire, oui, féodale, pour utiliser la terminologie classique, où là, dorénavant, l'exploitation par des seigneurs est plus rentable que l'exploitation sur des paysans, que l'exploitation de maîtres sur des esclaves. Il me reste à vous montrer quelques ouvrages. Alors, d'abord, un ouvrage conceptuel qui vous permet d'éclaircir un certain nombre d'éléments, de concepts justement, que j'ai évoqués à la fin de mon exposé. Tout d'abord, les concepts élémentaires du matérialisme historique de Martha Harnecker, aux éditions Contradiction. Ensuite, pour l'histoire matérielle, je vous renvoie au tome 1 de l'Histoire générale des techniques de Maurice Domat, des origines au XVe siècle, aux presses universitaires de France. Il y a 4 volumes, et ça va jusqu'à l'époque contemporaine, mais la partie concernant la préhistoire et l'Antiquité se trouve évidemment dans le tome 1, logiquement. Alors un ouvrage qui a beaucoup marqué l'historiographie, c'est celui de Gordon Childe, de la préhistoire à l'histoire, en idée Gallimard. Alors, un ouvrage qui s'intéresse aussi bien aux sociétés proche-orientales qu'aux sociétés la société gréco-romaine dans l'Antiquité, de Pierre Lévesque, qui est un helléniste, Bête, Dieu et homme, l'imaginaire des premières religions. C'est chez Messidor, temps actuel. Alors, de Jean Guilaine, qui a enseigné jusqu'il y a peu au Collège de France, il a publié chez Fayard sa leçon terminale, c'est-à-dire sa dernière leçon, donc dans cette prestigieuse institution, Les racines de la Méditerranée et de l'Europe. C'est donc un exposé de synthèse de toutes ses recherches sur la proto-histoire. Alors, son ouvrage fondamental, d'où j'ai tiré la chronologie concernant, vous vous souvenez, les sociétés agropastorales, ensuite le mégalithisme et enfin la métallurgie. Donc, la mer partagée, la Méditerranée avant l'écriture, 7000 à 2000 avant Jésus-Christ. Collection plurielle chez Hachette. Ouvrage très important. Alors, vous pouvez utiliser le volume 2 et le volume 3 de l'Histoire de l'humanité, édition UNESCO. J'ai apporté ici le tome 2, de 3000 à 700 avant Jésus-Christ. Alors, Histoire universelle Larousse de Poche. Vous avez ici le tome 1, La haute antiquité des origines à 550 avant Jésus-Christ, de Gilbert Laforgue. Ensuite, vous avez de Henri Van Effenter l'âge grec, mais ça concerne toute l'histoire de l'humanité. Vous avez aussi là-dedans aussi bien la civilisation chinoise, indienne, aussi bien l'histoire africaine à la même époque, ou précolombienne. Empire et barbarie, 3e siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après Jésus-Christ, par Pierre Lévesque, auteur qu'on a rencontré tout à l'heure pour l'histoire des religions. Alors, un ouvrage que je vous recommande et qu'on ne trouve plus malheureusement dans le commerce, vous le trouverez peut-être en librairie, c'est l'Histoire de l'Antiquité, publié par les éditions Langue étrangère, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, oui, éditions Langue étrangère, Moscou, sous la direction de Diakov et Kovalev. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un ouvrage qui n'est pas vieilli, on trouve des considérations très intéressantes, histoire comparée.
Mais le point de vue est marxiste, évidemment, puisqu'il a été publié à l'époque soviétique. Alors, de Paul Petit, Précis d'histoire ancienne aux presses universitaires de France. Alors, un ouvrage qui se lit comme un roman, un ouvrage superbe, Les Mémoires de la Méditerranée de Fernand Braudel, aux éditions Le Fallois. Je vous le recommande très très vivement, c'est un ouvrage à se faire offrir. Alors, de Moses Finley, L'économie antique. Alors là, c'est un ouvrage très très important, assez conceptuel, pas toujours facile, bien qu'il soit pédagogique. Hein. Donc de cet historien britannique dont je vous ai parlé longuement dans le courant de cette année-ci. Alors le droit antique par Jean Humbert, en que sais-je, c'est aussi bien le droit égyptien, le droit en Mésopotamie, le droit en Grèce et le droit romain. Alors la population de l'Antiquité classique de Jean-Nicolas Corvisier et de Wiesław Suder, en que sais-je. Le travail en Grèce et à Rome par Claude Mossé. Esclaves en Grèce et à Rome de Jean Andreau et Raymond Desca en Hachette littérature. Alors, vous avez ici un recueil d'articles d'histoire psychanalytique. Ça couvre différentes périodes de l'histoire chez Mouton d'Alain Besançon, présenté par Alain Besançon. C'est dans ce recueil que vous trouvez, entre autres choses, l'article de Georges Devreux sur la société spartiate. Alors, de Peter Garnsey et Caroline Humphreys, L'évolution du monde de l'Antiquité tardive, aux éditions La Découverte. Alors, maintenant, de Perry Anderson, Les passages de l'Antiquité au féodalisme chez François Maspero. C'est un ouvrage d'histoire marxiste, mais qui concerne aussi bien l'Antiquité et tout le Moyen-Âge. Hein, ce n'est pas seulement les passages dont il est question. Alors, un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit de Karl Wittfogel, Le despotisme oriental. Donc ça concerne les sociétés chinoises, indiennes, dont je vous ai parlé à la fin de mon exposé. Alors, en 1931, Karl Wittfogel, comment dirais-je, enfin, plus exactement, en 1931, le Parti communiste de l'Union soviétique a décidé de jeter aux oubliettes un concept venant de Karl Marx, qui était celui de despotisme oriental. Et en fait, l'auteur ici montre que si ce concept a été utilisé pour expliquer et démonter les sociétés d'Asie, eh bien, il faut essentiellement l'expliquer par le fait que le système soviétique stalinien est lui-même issu de ce despotisme oriental. Alors, sur le mode de production asiatique, préface de Roger Garaudier, édition sociale, le Centre d'études et de recherche marxiste, donc pour les sociétés donc chinoises, indo-chinoises. Alors, de Louis Renoux, La civilisation de l'Inde ancienne en chant Flammarion. C'est pas un ouvrage facile, hein, c'est très érudit. Et enfin, de Jacques Gernet, La Chine ancienne. Alors là, en que sais-je, ça part de la préhistoire et l'auteur s'arrête avec la fondation de l'Empire chinois, hein, vers 220-221, je crois, avant Jésus-Christ, lorsque Qin Shi Huangdi prend le pouvoir en Chine. J'ai dit.